bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette principale édition de la soirée. Voici les titres. À quand la déclaration de politique générale du Premier ministre? Une question à quelques jours de la fin du délai imparti pour l'exercice. S'y ajoute cette polémique suscitée par la déclaration d'un des proches de Ousmane Sonko qui laisse entendre que le Premier ministre ne s'exprimera devant les députés qu'après la constitution d'une nouvelle assemblée. Face à la presse cet après-midi, les députés de la coalition Yewwi Askan Wi en rajoutent une nouvelle couche et expliquent que ni la déclaration de politique générale, ni la motion de censure, ni la question de confiance ne figurent dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Nous parlons également dans cette édition de l'incinération de plus d'une tonne de drogue, une quantité estimée à une contre-valeur de 600 milliards de francs CFA. Les autorités ont aussi sensibilisé les populations sur les nuisances liées à la consommation de ces stupéfiants. Et puis, TV vous propose la rubrique découverte. Nous irons dans le nord, à Gaoudé-Bofé, un village fondé par un soninké situé dans le département de Kanel. Ces résidents ont tiré par ailleurs la sonnette d'alarme concernant les nombreuses difficultés qu'ils rencontrent durant l'hivernage. Bienvenue à toutes et à tous. Nommé le 2 avril 2024, Premier ministre Ousmane Sonko n'a toujours pas fait face aux députés pour sa déclaration de politique générale. Un face-à-face très attendu qui a pour but de permettre au chef du gouvernement d'exposer les grandes orientations de son programme. Et la coalition Yewwi Askan Wi se veut claire. Ni la déclaration de politique générale, ni la motion de censure, ni la question de confiance ne figurent dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Ils ont fait face à la presse cet après-midi, suivant les précisions du président du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi. Dans ce document, vous voyez, vous allez à l'article 97, on vous parle de déclaration de politique générale, alors que ça a été abrogé depuis 2019. Article 98, on nous parle de question de confiance, alors que ça a été abrogé depuis 2019. Article 99, on nous parle de motion de censure. Ça a été abrogé depuis 2019. Donc actuellement, il n'y a aucune disposition dans le règlement intérieur qui permet d'organiser, de préciser les modalités d'organisation et de tenue d'une déclaration de politique générale, d'une motion de censure et d'une question de confiance. Vous allez me dire, oui, mais c'est prévu dans la Constitution. Bien sûr, c'est prévu dans la Constitution. La Constitution, le constitutionnaliste, le législateur constitutionnel a fait son travail. Mais celui qui n'a pas fait son travail, c'est nous, en tant que parlementaires, de réviser le règlement intérieur suite à la révision constitutionnelle restaurant le poste de Premier ministre. Du coup, actuellement, la déclaration de politique générale est absente de notre règlement intérieur. La question de confiance est absente de notre règlement intérieur. La motion de censure est absente de notre règlement intérieur. Et le Premier ministre ne figure pas dans notre règlement intérieur. Vous pouvez dire tout notre règlement intérieur, on ne mentionne pas le Premier ministre. Donc c'est une faute grave de falsifier ce règlement intérieur pour y rajouter frauduleusement des dispositions qui n'existent pas. Et puis les Sénégalais ont réagi donc à cette actualité. La majorité ne veut qu'une seule chose, un programme pour relever les défis du moment. C'est un reportage signé Mamsene Boubabou. Bientôt 3 mois qu'il est à la tête du gouvernement, mais le Premier ministre n'a toujours pas fait face aux députés pour faire sa déclaration de politique générale. Une question qui agite le landerneau politique ces derniers jours. Modidier, déçu de ce retard, trouve cela regrettable. Je trouve ça vraiment dommageable parce que les textes sont faits pour être respectés. Ils ont été élus à 53 ou 54%. Donc, ils sont majoritaires. Bon, pourquoi avoir peur d'aller à l'Assemblée nationale? Je ne comprends pas. Il faut qu'il s'assume. Peut-être que aussi, il n'est pas prêt. Et même s'il n'est pas prêt, il devait y aller. Assise confortablement sur un banc d'un jardin public à la place de l'Indépendance, Ndeye Maguette se repose avant de reprendre son service de jardinage. Elle pense qu'on doit laisser plus de temps au Premier ministre. Li tubaab di wax naan l'appétit vient en mangeant.
Nous devons donner plus de temps au Premier ministre. Il doit revoir et évaluer beaucoup de choses dans ce pays. Pourquoi s'empresser alors? Nous l'avons challengé et nous lui avons donné comme défi de changer ce pays. Donc, laissons-lui du temps. Bailo Camara abonde dans le même sens, il va plus loin. Ce sexagénaire estime que la déclaration de politique générale n'est pas une urgence face aux préoccupations actuelles. Il sait qu'ils doivent face à l'Assemblée avec les députés. Bon, il le fera. Mais quant à les policiers, ils sont en train de parler de gauche à droite. Ce n'est pas le moment. On est dans un moment, il vient de prendre le pays. On doit lui laisser le temps d'abord pour qu'il puisse pouvoir travailler tranquillement. Dans sa déclaration de politique générale, le Premier ministre doit exposer les orientations du programme de son gouvernement. Selon nos interlocuteurs, Ousmane Sonko doit étudier beaucoup de choses avant de concrétiser sa politique gouvernementale. Le Conseil économique, social et environnemental a installé ses nouveaux membres. Interpellés sur une possible réforme du CSE, le ministre du Travail, du Dialogue social et des relations avec les institutions précise que cela n'est pas de son ressort. Les membres du CSE, pour leur part, disent être prêts à se pencher sur les priorités du moment en apportant conseils et orientations au nouveau régime. Retenez par ailleurs que 103 des 120 conseillers ont assisté donc à la première session extraordinaire de l'année 2024, suivant les précisions avec Aline Sowa. Première session extraordinaire de l'année, le Conseil économique, social et environnemental a installé ses nouveaux conseillers. Matar Diop, l'un d'eux, compte se pencher sur l'urgence du moment. Nous serons là quand même, comme son nom l'indique, à conseiller l'État sur des questions majeures. Déjà, le développement, l'emploi des jeunes, n'est-ce pas, ça constitue une question très majeure. La santé des populations, il y a aussi l'éducation. Je pense que c'est des questions majeures qui sont là. C'est des questions sur lesquelles nous allons nous atteler. Une institution décriée et qualifiée de budgétivore par bon nombre de Sénégalais. Le ministre du Travail, interpellé sur la question de la réforme de la dite institution, répond qu'il n'est pas de son ressort. Le Conseil économique, social et environnemental en est une. Tant qu'elle est là, nous sommes appelés en tant que gouvernement à coopérer, à collaborer avec toute la loyauté que nous devons à la République, jusqu'à ce que les choses changent, parce que les institutions aussi peuvent changer à tout moment. Mais aujourd'hui, l'architecture institutionnelle fait du Conseil économique, social et environnemental une institution de la République. Nous sommes tous tenus du respect. Le président du CES rassure les nouvelles autorités. Pour Abdoulaye Daouda Diallo, le Conseil va continuer sur sa ligne de conduite. Le Conseil économique, social et environnemental, par ma voix, prend l'engagement d'arrimer durant cette mandature, à travers ses avis et rapports, son action à l'émergence du Sénégal en droite ligne avec la vision du chef de l'État. Le CES, qui incarne les forces vives de la nation, promet d'être en première ligne pour un Sénégal souverain, juste et prospère. Et puis, plus d'une dizaine de tonnes de drogue saisies, rien que dans la région de Dakar, ont été incinérées. La direction de l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants a saisi l'occasion de la semaine nationale de sensibilisation et de mobilisation contre la drogue pour réduire en cendres ces types de stupéfiants. La quantité est estimée à une contre-valeur de plus de 600 milliards de francs CFA, suivant les précisions du commissaire divisionnaire Ndiara Sène. Il est par ailleurs le directeur de l'OCRTISA. Nous pouvons l'estimer entre environ 400 et 700 milliards de francs CFA. La drogue qui est ainsi incinérée couvre la période allant de juin 2022 à juin 2024, autant pour moi, donc soit les 2 dernières années. On ne peut pas comparer ça à l'année dernière, puisque l'année dernière, il n'y a pas eu de saisie. Mais à la précédente cérémonie d'incinération, les quantités sont beaucoup plus importantes. Pour la provenance, nous savons, ces différentes variétés de drogue ont souvent pour chacune des zones où la production se fait le plus. Pour la cocaïne, nous savons que ça vient de l'Amérique du Sud. Naturellement, la quantité la plus importante est passée par la voie maritime, mais il y a également d'autres saisies qui ont été opérées sur le vecteur terrestre. Pour les autres types de drogues, notamment le cannabis,
C'est cultivé au Sénégal, mais ainsi que dans d'autres pays de la sous-région. Et les produits saisis proviennent généralement donc, de la sous-région, disons du Sénégal et des pays limitrophes. Pour les autres variétés de drogue, donc, ça vient des pays de la sous-région, mais également ça peut venir d'ailleurs. Donc il faut dire que vraiment c'est des saisies cumulées qui ont été opérées par la gendarmerie, par la douane, par la police et par la marine nationale. Et puis pour préserver le site du Lac Rose, le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique veut en faire une réserve naturelle urbaine. À cet effet, des actions sont entreprises à travers la direction des parcs nationaux. Les acteurs qui s'activent autour du lac et les autorités ont procédé à la validation du projet de classement. Les détails avec Babacar Sek. Le processus de classement du Lac Rose en réserve naturelle urbaine a été lancé avec tous les acteurs. L'objectif est de préserver de manière durable le lac Redba. Vous savez, depuis un certain moment, l'État a une démarche inclusive. Ce n'est plus du top-down, c'est du bottom-up. Donc il faudrait quand même, si l'initiative ne vient pas de la base, mais il faudrait, s'il y a certaines initiatives, il faut que les acteurs locaux soient impliqués dans le processus. C'est pourquoi dans ce cas-ci, nous sommes d'abord à la phase négociation. Donc c'est vraiment une démarche inclusive et participative. Et l'atelier d'aujourd'hui, l'objectif de cet atelier, c'est juste impliquer les acteurs locaux, les autorités communales, les acteurs locaux qui interviennent directement et indirectement dans le site pour qu'ils puissent valider l'idée de projet de classement et pour une appropriation de ce projet. Le maire de la commune de Tivaouane-Peulh espère que les difficultés liées au surplus d'eau que reçoit le Lac Rose pendant l'hivernage sera pris en charge. Pour retenir en amont l'eau qui venait d'une manière gravitaire des zones environnantes. Donc cette année, nous pensons pouvoir recevoir moins d'eau. Ça va contribuer à ce retour vers la coloration rose qu'on constate depuis quelques années, depuis quelques mois. Aujourd'hui, nous sommes là avec les parcs nationaux pour donc préserver le lac. Le lac est dans un grand ensemble qu'on appelle la Délégation Générale au Pôle Urbain, la DGPU. Donc nous travaillerons en parfaite collaboration entre le ministère, la DGPU, la collectivité locale et les représentants de l'État. Tout cela, naturellement, avec l'accompagnement des populations. Le réseau régional des aires marines protégées en Afrique de l'Ouest, qui a participé à cet atelier, préconise la création de réserves pour protéger la biodiversité. Pour améliorer l'accès à l'eau potable en zone rurale, le département de Linguère vient de bénéficier d'un programme axé sur la distribution du liquide précieux, une initiative de la Sénégalaise des eaux en partenariat avec l'Office des forages ruraux. Suivons les détails avec Nala Dioba. Le département de Linguère fait face à des défis récurrents liés à la gestion des infrastructures hydrauliques. À l'occasion d'un comité départemental de développement CDD, le préfet de Linguère annonce une réforme hydraulique dans les zones rurales pour résoudre le problème de l'accès à l'eau potable. Pendant très longtemps, ça a été une doléance à notre niveau. Donc si aujourd'hui, vraiment, l'ASDR est venue pour démarrer ses activités, on ne peut que s'en féliciter. Nous voulons aujourd'hui une gestion beaucoup plus professionnelle, beaucoup plus transparente et responsable. Et je crois que ce sera vraiment l'objectif de l'ASDR. La Sénégalaise des eaux, en partenariat avec l'Office des forages ruraux, va étendre son expertise et son expérience de plusieurs années en milieu rural. Cette expertise sera mise à la disposition de la Sénégalaise des eaux rurales qui fera en sorte que la distribution d'eau correcte dans le département de Linguère se rétablisse. On a identifié beaucoup de goulots, beaucoup de difficultés, mais nous pensons que ces goulots devront pouvoir être levés rapidement quand les opérations vont démarrer. Les tarifs en milieu urbain sont extrêmement élevés, avec un tarif moyen de plus de 500 francs. Ici, le tarif il est unique à 250 francs. Le secrétaire général de l'OFOR a présenté les modalités de la mise en œuvre du programme en mettant l'accent sur une approche inclusive. Nous avons avec eux un contrat d'affermage sur une durée de 10 ans, auquel contrat est adossé des indicateurs de performance qui feront l'objet de suivi par l'OFOR, mais également
par les autorités territoriales au niveau du département. Outre les sous-préfets des 4 arrondissements, des représentants des services techniques de l'État, des maires des communes, entre autres, ont pris part à la rencontre d'échange sur le démarrage des activités de la Sénégalaise des eaux en milieu rural. Et puis comment intégrer les personnes vivant avec un handicap dans la gestion des affaires communales. L'objectif d'un atelier de renforcement de capacité organisé par l'Union des associations des élus locaux du Sénégal en partenariat avec l'ONG britannique Sightsavers. L'événement a eu lieu à Matam, suivant les précisions avec Amadou Mardiallo. Souvent mise à l'écart dans le vote de l'élaboration du budget communal, une fenêtre d'intégration des affaires municipales s'ouvre pour les personnes handicapées. Mamadou Diouf, le directeur de la cellule d'appui aux élus locaux, porte le message. À Matam pour renforcer les capacités du conseil municipal pendant 2 jours sur le budget participatif sensible au handicap. Ça va nous permettre à la fin de l'atelier d'essayer de faire le monitoring et de voir quelle est la situation de la commune de Matam en 2024 en termes de participation, en termes de mise en œuvre plan de développement communal, en termes d'élaboration du budget. Est-ce qu'ils étaient dans le budget participatif? S'ils ne l'étaient pas, comment faire pour qu'ils le soient? S'ils étaient dans le budget participatif, comment faire pour que celui-là qu'ils sont en train de faire soit sensible au handicap. Mamadou Diouf est également revenu sur l'objectif de cet atelier. L'objectif final étant effectivement de planifier d'une manière participative en prenant en compte les groupes vulnérables dont les personnes handicapées et aussi de faire un budget participatif, c'est-à-dire un budget dans lequel les populations qui ne sont pas élues sont associées dans le processus d'identification et de mise en œuvre et de suivi. Ce budget-là prend en compte les groupes cibles handicapés. Le président de l'association des personnes handicapées de Matam, Abdou Salam Ba, a magnifié l'idée. Il appelle ses collègues handicapés à s'intéresser davantage dans la gestion des collectivités locales. Quand handicapés yi te bari wuñu encore ay conseillers au niveau des collectivités locales inchallah bu ñu paré ci sensibilisation yi té que bo gisee encore conseillers yu bari du question xamuñu mais daawul nañu former ci mbirum handicapé kon que légui formé nañ inchallah bu ñuy defaat yeneen bu ñuy falaat yeneen conseiller dañuy bàyyi xel ci handicapé yi. Un atelier de renforcement de capacité du conseil municipal de Matam sur le budget participatif sensible au handicap est initié par l'Union des associations des élus locaux en partenariat avec l'ONG britannique Sightsavers. Les acteurs comptent évaluer la commune pour connaître la situation de la catégorie des personnes ciblées. Parlons à présent des enfants avec la deuxième phase du projet d'appui à la protection des enfants victimes de violations de leurs droits. Cette étape lancée aujourd'hui va durer 3 ans et sera axée sur la mendicité forcée de ces enfants. Le gouvernement italien et le bureau régional du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme en Afrique de l'Ouest en sont ainsi les initiateurs. Et puis pour ces institutions, c'est l'adoption d'un code de l'enfant pourra éradiquer ce qui, à leurs yeux, est un véritable problème pour le Sénégal. Suivons les précisions avec Aïssa Toka. Pour la promotion, mais surtout la protection de l'enfance, le projet d'appui à la protection des enfants victimes de violations de leurs droits PAPEV vient de lancer sa deuxième phase. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme en Afrique de l'Ouest revient sur l'importance du projet. Bon, après 3 années de mise en œuvre, le projet est à sa seconde phase. On est en train de lancer la seconde phase. On a fait l'évaluation de la première phase déjà et là on est en train de lancer la première phase. C'est un projet qui couvre 5 pays, y compris le Sénégal de la CEDEAO et qui adresse les questions de mobilité des enfants et de la violation des droits des enfants. Donc après la mise en œuvre de la première phase, le projet a pu appuyer les États bénéficiaires à renforcer leur système de protection, à retirer beaucoup d'enfants des rues, leur réintégration dans leur famille, les rapportages au niveau des organes des traités au niveau des Nations Unies, pour n'en citer que cela. Pour le cas du Sénégal, la mendicité reste toujours un problème, selon Aminata Kébé. Au Sénégal, nous avons vu la question de la mendicité des enfants. Dans les autres pays, on a retiré des enfants venant des autres pays et qui étaient au Sénégal. On les a retirés du Sénégal, on les a réintégrés dans leur famille, mais le problème persiste. Donc il faut vraiment un engagement politique fort pour vraiment éradiquer ce phénomène de la mendicité forcée des enfants. D'après elle, l'adoption d'un code de l'enfant au Sénégal
pourra faciliter l'éradication de la mendicité des enfants. Il y a beaucoup de lois sur les droits de l'enfant, mais qui sont éparses, et il y a beaucoup de discriminations qui ne sont pas adressées par ces lois. Donc, le grand défi pour nous, c'est l'adoption du Code de l'enfant. C'est un engagement politique fort pour éradiquer la mendicité forcée des enfants et également pour une meilleure prise en charge des enfants dans tous les processus d'éducation, d'enseignement, etc. Pour cette phase 2 du PAPEV, un montant de 4 millions d'euros, plus de 2 milliards de francs CFA a été dégagé. L'enveloppe va permettre une meilleure protection des enfants victimes de violations de leurs droits. Le G20 des syndicats d'enseignants appelle à des actions urgentes pour les enseignants décisionnaires. La situation de ces derniers inquiète au plus haut point le G20. Il se mue donc en avocat de leurs collègues et invite le nouveau gouvernement à prioriser les dossiers de ces derniers. Et puis pour les membres du G20, il est important aujourd'hui d'augmenter le budget alloué aux préscolaires. Ils étaient donc en conférence de presse ce matin, conférence de presse lors de laquelle ils ont plutôt salué, les efforts du gouvernement. Suivons les précisions avec Mamadou Lamine Fati. La question des enseignants décisionnaires est une affaire urgente et préoccupante que le G20 souhaite voir traitée par le nouveau gouvernement. Nous en faisons un appel solennel à son Excellence, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, pour qu'il prenne des décisions politiques fortes. Parce que seules les décisions politiques fortes peuvent également régler dans l'urgence cette question-là qui continue encore à créer encore cette injustice que vivent également nos collègues décisionnaires. Selon le nouveau coordonnateur du G20, Mamadou Tamba, d'autres questions urgentes sont également posées sur la table. Et un problème très urgent, nous allons vers le mouvement national, peut-être le 4 prochain. Il est urgent et nous demandons au ministre de l'Éducation de continuer dans cette dynamique-là pour intégrer, pour au moins associer à ce mouvement national le G20 et tous les autres cadres légalement constitués. Le G20 demande une augmentation du budget alloué aux préscolaires avant la tenue du mouvement national. On voit une chose, on dit une chose et on fait le contraire. Comment peut-on comprendre que jusque-là encore que le budget du préscolaire ne dépasse guère 1%? C'est pas possible. Il faut au moins l'amener à 10%, ça c'est le minimum. Pour permettre au moins, c'est un problème de démocratie, d'accès démocratique de tous les enfants de ce pays-là. Pour au moins approcher le taux de préscolarisation universelle, il faudrait quand même que cela soit réalisé. Lors d'une conférence de presse, le G20 a salué les efforts consentis par l'État ces derniers temps, mais souhaite que ces efforts soient également appliqués aux enseignants décisionnaires. À Kolda, le secteur de l'artisanat tangue entre espoir et désespoir. Pour les acteurs de la localité, ce secteur n'est plus une mamelle économique. Pire, il présente donc de plus en plus de disparités, faute de matières premières. Certains vivent chaque jour avec la peur de mettre la clé sous le paillasson. Sédou Diatta nous parle notamment du secteur de l'orfèvrerie dans ce reportage qui va suivre. La situation va de mal en pis dans le secteur de l'orfèvrerie dans la région de Kolda. La clientèle essentiellement composée de femmes ne manque pas, mais les orfèvres sont souvent dans l'incapacité d'honorer les commandes faute de matières premières. La plupart ñun ci clients yi lañuy amé or client moy ñew sama chaîne bi dama koy jaay sama bag. C'est seulement dans le marché noir ou à travers le recyclage que nous nous procurons de l'or ou de l'argent. Nous plaidons pour l'accès à la matière première à travers une centrale d'achat pour sauver le secteur. Bu ngeen ci taxawé def ci liggéey di ngeen sauver bijouterie. Si les orfèvres et les menuisiers ébénistes tirent la queue du diable dans le secteur de l'artisanat, les cordonniers en revanche se frottent les mains grâce à la promotion du consommé local, comme en témoigne la visite inopinée du ministre de tutelle Mountaga Diawo aux professionnels du secteur. Depuis 2005, mais c'est la première fois. C'est la première fois que notre ministre de tutelle s'intéresse vraiment à ce que nous faisons. Nous nous en réjouissons. C'est une première et ça nous a vraiment fait plaisir. Son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye a un modèle économique. Ce modèle, c'est la substitution aux importations. Et pour substituer les importations,
il faudrait qu'on consomme local pour encourager la production nationale, pour vraiment qu'il y ait la souveraineté, n'est-ce pas, dans tous les domaines. Et moi, étant ministre de l'artisanat, j'ai eu ma feuille de route. J'ai fait le consommation local en sacerdoce, une opportunité pour développer l'artisanat, qui est un des piliers, n'est-ce pas, de l'acteur informel. En attendant, les artisans renforcent la dynamique organisationnelle et misent sur l'autonomie financière pour assurer le financement de leurs propres projets. L'État a fait des efforts, mais nous avons des projets à réaliser. Parce que les artisans, s'ils ont besoin de prêts, le taux d'intérêt n'est pas adapté à la réalité des artisans. Raison pour laquelle nous, les artisans, nous voulons prendre notre destin en main pour faciliter des prêts adaptés à la réalité des artisans. 8 millions de personnes interviennent dans le secteur artisanal, sans compter nos enfants et nos femmes. L'objectif de cette rencontre, c'est de sensibiliser la population artisanale dans le sens de mobiliser une forte somme, et chaque région a sa contribution au développement de cette dynamique. Nous avons comme ambition de mobiliser au minimum 1 million d'artisans pour mobiliser 1 milliard de nos francs à raison de 1000 francs par personne pour développer le secteur. Entre autres besoins identifiés pour le développement de l'artisanat et pour une pleine contribution à la croissance économique, la formation et le renforcement de capacités pour asseoir l'excellence et garantir la compétitivité. Parlons à présent de sport. Après les compétitions, place au bilan. Guédiawaye Basket Academy a donc tiré un bilan satisfaisant de sa participation à la Coupe de la Ligue de Dakar et à la Coupe Saint-Michel. Face à la presse, les responsables du club ont exprimé des regrets, mais ont surtout à cœur d'atteindre d'autres objectifs la saison prochaine. Ils ont appelé par ailleurs à l'unité et à la solidarité autour de l'équipe. Moulou Lamine Fati. Guédiawaye Basket Academy présente un bilan satisfaisant de sa participation à la Coupe de la Ligue de Dakar et de la Coupe Saint-Michel. Le fait de jouer la finale est quand même une victoire pour Guédiawaye Basket Academy, qui vient fraîchement de la 2e division et qui n'a pas eu quand même assez de temps pour modeler une équipe pour quand même rivaliser avec les grandes équipes. Mais au-delà de ça aussi, bon, nous on a opté pour le développement. Donc on n'a pas quand même cette obligation de résultat, cette politique de trophée. Donc nous restons une académie. Peut-être dans le futur ça va changer, mais nous sommes très satisfaits. Un incident regrettable s'est produit durant la Coupe de la Ligue, que le président du club de Guédiawaye déplore. Il prévoit de porter plainte contre X. Ils ont cassé notre bus, ils ont détruit nos tam-tams et nos djembés, nos asicos. Donc ils ont fait beaucoup de dégâts. On ne peut pas se lever et venir détruire une chose appartenant à autrui. On est dans une république, on va porter plainte contre X, mais notre bus, on va se débrouiller pour la réparer. La facture, la facture est très salée, c'est 1,8 million. Et il y a une autre voiture aussi qui est en train, on est en train de nous faire le devis. Les tam-tams et les autres asicos, bon, on n'a pas encore les biens. C'est sûr qu'on en a au moins pour plus de 2 millions de réparations. L'objectif de maintien a déjà été atteint par le club, dont les dirigeants se projettent déjà pour la saison prochaine. L'objectif reste le même, c'était le maintien, on s'est maintenu. On continuera à faire la fête jusqu'en fin d'année, mais que personne ne gâche notre fête. Guédiawaye Basket Academy appelle à l'unité autour de l'équipe. Après une bonne saison, le club s'engage à assurer son maintien pour la saison prochaine. À la découverte de Gaudo au Bofé, un village de la commune de Bokiladji, dans le département de Kanel. Le premier habitant du village est un Soninké du nom de Samba Diawara. Dans cette partie du Lauré, l'agriculture et l'élevage sont les principales activités. Des difficultés, il n'en manque pas bien sûr, surtout pendant l'hivernage. La population pose sur la table des nouvelles autorités des doléances, suivant les précisions, avec Amadou Mardialo. Situé à la hauteur de Bondiwali, à 4 km, le village de Gaudo-Bofé est une localité de la commune de Bokiladji. Le chef de village revient sur l'histoire mythique de la localité. L'histoire que les vieux nous racontent, c'était un Sarakoulé qui s'appelle Samba Diawara. Donc quand il venait d'ici, on dit qu'il vient cultiver. Et il revenait d'un village de l'Est qui s'appelle Unumbaba. Il cultive, c'est le champ seulement qui était ici.
Après un moment, il est venu rester. Et donc c'était lui le premier. Après lui, on dit que les poules rangabes sont déjà passées ici. Quand ils ont passé ici, restés ici quelque temps, ils sont partis. Bon, après ça, les autres ethnies sont venues, disons les Diawambe. Parce que dans les histoires que nos vieux racontent, ils ont quitté vers le Mali, ils sont venus ici. Ils étaient 3. Un est venu rester à Gaoudé. L'autre, il est parti rester soit, je ne sais pas, à Seno. L'autre aussi est parti vers Chilon jusqu'à Mbouba. À Gaoudé-Bofé, l'agriculture et l'élevage font partie du quotidien des populations. Les activités principales, c'est l'agriculture, l'élevage et l'immigration. Sous le magistère d'Abdoul Salam Khan, chef de canton de la province de Damga à l'époque, Gaoudé-Bofé jouait un rôle crucial dans les affaires de l'administration coloniale. Au temps des cantons, quand le chef de canton quittait Kanel, il venait directement à Gaoudé-Bofé. Et tous les villages environnants répondaient à son appel au niveau de Gaoudé. Les impôts étaient payés à Gaoudé. Tout ce qui était administratif se faisait au niveau de Gaoudé. Au niveau de Gaoudé-Bofé. Gaoudé, c'était le centre de l'Orée. Tout se faisait ici. Il semblerait que quand l'administration coloniale prenait l'impôt, une partie ne revenait pas à l'administration coloniale, mais elle revenait au chef de canton. À partir de là, on a dit l'Orée Abdel Salam, parce qu'Abdel Salam était le chef de canton. La présence de certaines infrastructures publiques n'empêche pas la population d'exhiber ses doléances. Le problème de route. La route est commencée, mais ce n'est pas terminé. Vous avez vu, même quand vous êtes venu ici, la route que vous avez vue, il y avait les ponts qui n'ont pas fini. La route aussi n'est pas bien bitumée. Des fois, quand l'eau coule, quand les gens arrivent, même les charrettes, personne ne peut pas passer. On veut la construction d'un collège rapidement. Électrifié en 2012, le village de Gaoudé-Bofé a eu sa première école en 1960. Approvisionné en eau en 2007, la localité alimente certains villages voisins par des tuyaux de raccordement. La construction d'un collège et l'appareil échographique restent les principaux soucis des populations. Élément qui marque donc le point final de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée.